Paris, 1961. Dans les couloirs de l'Olympia, un grondement s'élève, puis des cris stridents déchirent l'atmosphère feutrée de la salle mythique. Ce ne sont pas des hurlements de panique, mais bien ceux d'une jeunesse en ébullition. Les projecteurs s'allument, les premières notes de guitare saturée résonnent, et surgissent sur scène 5 garçons au look insolent. Blouson noir, banane gominée, jeans serrés, et bien sûr, ces fameuses chaussettes rayées qui allaient de marquer une génération. Le rock'n'roll français vient d'entrer dans sa propre légende. Ce soir-là, un phénomène est né, et son nom claque comme une provocation, les chaussettes noires. Derrière ce nom, devenu culte, se cache bien plus qu'un groupe de musique. Les chaussettes noires, c'est l'incarnation d'une rupture, d'une effervescence culturelle sans précédent dans une France encore marquée par l'après-guerre. À l'heure où les États-Unis imposent Elvis Presley, Jerry Lee Lewis ou Jane Vincent, la jeunesse hexagonale rêve elle aussi de liberté, de guitares électriques et de danse frénétique. Et ce rêve prend corps avec un certain Claude Moine, alias Eddie Mitchell, leader charismatique au timbre rocailleux accompagné d'une bande de musiciens survoltés qui deviendront, en quelques mois à peine, les pionniers du rock made in France. Mais derrière l'énergie brute et les refrains accrocheurs se cachent des tensions, des scandales, des ambitions contrariées et une célébrité précoce difficile à gérer. Car les chaussettes noires ne sont pas qu'un phénomène musical. Ils sont aussi des figures médiatiques, propulsées malgré elles dans une machine à fantasmes et à rumeurs, à une époque où le star system naissant se mêle au voyeurisme populaire. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette légende? Comment un groupe d'adolescents de banlieue a-t-il réussi à s'imposer comme les premiers ou véritables rockstars françaises? Et pourquoi leur mythe continue-t-il de résonner dans la culture populaire 60 ans plus tard? Voici l'histoire d'un éclair dans le ciel du yéyé, celle des chaussettes noires. Avant d'être des idoles hurlées sur scène, les chaussettes noires sont d'abord des gamins de la banlieue sud de Paris. Nous sommes à la fin des années 1950, dans un pays qui tente de se reconstruire sur les cendres encore chaudes de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France vit une transition délicate, entre rigueur gaulienne, début de société de consommation et montée d'une jeunesse qui refuse de marcher au pas. C'est dans ce climat tendu mais fertile que naît l'un des phénomènes culturels les plus inattendus de son temps. À l'origine du groupe, un garçon timide, fils d'un cheminot, Claude Moine. Né à Paris en 1942 et élevé dans le quartier populaire de Belleville, il grandit dans une France encore grise, où les distractions se font rares. Très tôt, il découvre la magie des radios américaines captées tard le soir, des disques importés par les soldats yankees et la voix d'un certain Elvis Presley qui bouleverse tous ses repères. Avec quelques copains du lycée, ils forment un premier groupe amateur. Ils se réunissent dans des caves ou des garages, bricolent des instruments, rêvent à l'Amérique. En 1958, Claude adopte le pseudonyme de Eddie, en hommage à son idole Eddie Constantine, et Schmoll pour les intimes, surnom moqueur qui deviendra culte. Autour de lui gravitent de bientôt Tony Darpa, guitariste doué, Aldo Martinez, bassiste intuitif, William Benaïm, autre guitare solo, et Jean-Pierre Chichportiche à la batterie. Leur alchimie naît d'une même soif d'émancipation, d'un désir de casser les codes poussiéreux de la chanson réaliste. Le nom du groupe, un clin d'œil ironique à la France bien pensante, les chaussettes noires. C'est à la fois modeste, provocateur et parfaitement mémorable. Très vite, leur style tranche avec tout ce qui se fait alors. À une époque où les vedettes s'appellent Tino Rossi ou Charles Trenet, ces jeunes-là chantent des reprises de standards américains, en français, avec des guitares saturées et une énergie explosive. Leur audace attire l'attention de Jean Fernandez, directeur artistique chez Barclay, qui flaire le potentiel. La signature est immédiate. Ce n'est pourtant pas seulement leur musique qui séduit, c'est leur posture. Les chaussettes noires incarnent une jeunesse en rupture, vêtue de cuir noir, affichant des mimiques de défi, se moquant du regard des adultes. Ils n'ont pas encore de manager digne de ce nom, pas de stratégie marketing, mais ils comprennent instinctivement ce que veulent les jeunes de leur génération. Des rythmes dansants, une parole simple et directe, et une attitude farouchement libre. En quelques mois, ils passent des bals populaires aux premières scènes parisiennes. Ce ne sont encore que des adolescents, souvent mineurs, mais déjà pris dans un tourbillon qui les dépasse. Le rock, encore balbutiant en France, trouve enfin ses porte-voix. Et avec eux, tout un pan de la jeunesse française se découvre une identité sonore, une envie de vivre plus fort, plus vite. Ainsi, loin d'être un simple produit de studio ou une mode passagère, les chaussettes noires sont d'abord l'expression brute d'un changement générationnel. Ils ne savent pas encore qu'ils vont bousculer les lignes, inspirer des milliers de jeunes et graver leur nom à jamais dans le panthéon du rock français. L'année 1961 marque un tournant.
Ce qui n'était encore qu'un phénomène de bal de banlieue devient en quelques mois une onde de choc nationale. Les Chaussettes Noires, signés par le label Barclay, enregistrent leur premier 45 tours, une reprise endiablée de Bebop Alula, suivie d'un titre qui va les propulser dans une autre dimension, Daniela. Le morceau, aux paroles simples mais accrocheuses, est porté par la voix rocailleuse d'Eddie et des riffs électriques tranchants. Il devient un tube immédiat et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires, un record à l'époque pour un groupe français. Ce succès fulgurant s'explique par un contexte unique. La France des années 60 entre dans l'ère du transistor, du 45 tours, de la télévision naissante. Les jeunes, désormais nombreux et mieux organisés socialement, veulent seuls leur propre musique, loin des rengaines de leurs parents. Les Chaussettes Noires incarnent cette rupture générationnelle. Ils sont les premiers à chanter le rock'n'roll dans la langue de Molière, sans trahir son énergie brute. Rapidement, leur présence médiatique devient incontournable. Ils passent chez Aimé Mortimer, Âge tendre et Tête de bois, font les couvertures des magazines Salut les copains et Mademoiselle Âge tendre, posent dans des studios photos avec leurs guitares Fender et leurs regards faussement insolents. Tout est nouveau, le son, le look, l'attitude. La mode suit. Les jeunes garçons adoptent la banane gominée, les blousons noirs, les jeans étroits. Les filles hurlent à la moindre apparition du groupe en public. Mais derrière ce raz-de-marée se cache une organisation encore artisanale. Les tournées s'improvisent, les instruments sont parfois empruntés, les répétitions se font dans des caves humides. Pourtant, la magie opère. Chaque nouveau disque, Tu parles trop, Eddie soit bon, ou encore leur version de La Bamba Rock grimpe dans les classements. Le groupe enchaîne les concerts à guichets fermés, même dans des villes où le rock n'avait encore jamais mis les pieds. La France découvre avec fascination ce nouveau genre de star. Les Chaussettes Noires ne sont pas sages, ne viennent pas du conservatoire, ne chantent pas la mer ni les amours chastes. Ils parlent d'aventure, d'amitié, de filles, de vitesse. Leur humour parfois potache fait mouche, leur franc-parler dérange et la classe politique s'en inquiète discrètement. Pour la première fois, des préfets songent à interdire certains concerts par peur d'émeutes. Le groupe devient aussi un repère pour toute une génération d'artistes. Ils ouvrent la voie à Johnny Hallyday, qui débutera peu après, mais aussi à Dick Rivers, Sylvie Vartan ou Françoise Hardy. La scène yéyé se structure autour d'eux, et sans le savoir, les Chaussettes Noires deviennent les parrains d'un mouvement culturel entier. Pour Eddie Mitchell, cette explosion médiatique est à la fois grisante et dangereuse. Il n'a pas encore 20 ans, mais sa voix grave et sa présence scénique font de lui une figure quasi paternelle pour des milliers d'adolescents. Certains critiques le surnomment déjà le Sinatra du rock français. D'autres moquent son côté bad boy, mais tous reconnaissent son charisme magnétique. Entre 1961 et 1963, les Chaussettes Noires enregistrent plus de 70 titres, vendent des millions de disques et imposent le rock'n'roll comme langue officielle de la jeunesse française. Ce sont 2 années d'euphorie pure où chaque note jouée semble ouvrir un peu plus grand la porte d'une révolution musicale et sociétale. Mais comme tout feu intense, celui-ci ne pourra brûler éternellement. Dans l'univers du rock français naissant, les Chaussettes Noires imposent une signature sonore unique, reconnaissable dès les premières mesures. Si leur succès doit beaucoup à leur attitude scénique et à leur timing parfait, leur musique, elle, est le fruit d'un mélange subtil entre racines américaines et instinct gaulois. Le groupe ne se contente pas de copier Elvis ou Gene Vincent, il adapte, traduit, transforme le rock'n'roll pour le rendre compréhensible, dansable et revendicatif à la française. Le moteur de cette identité musicale est un savant dosage de spontanéité adolescente et de professionnalisme inattendu. Tony Darpa et William Benaim, les 2 guitaristes du groupe, façonnent un mur sonore nerveux inspiré par les riffs tranchants de Chuck Berry mais simplifiés pour coller au format radio français. La rythmique est menée tambour battant par Jean-Pierre Chichportiche qui impose un tempo soutenu quasi militaire. La basse d'Aldo Martinez, profonde et chaloupée, apporte une couleur presque jazzy à certains titres. Mais c'est la voix d'Eddie Mitchell qui fédère l'ensemble. Grave, un peu voilée, parfois désinvolte, elle capte l'attention dès qu'elle s'élève. Eddie ne chante pas comme un crooner ni comme un chanteur de variété. Il parle presque en chantant, comme s'il s'adressait directement à son public, en tutoyant la jeunesse et en défiant les conventions. Ces intonations doivent de beaucoup au rythme syncopé du rhythm and blues américain, mais aussi à la gouaille des quartiers populaires parisiens. L'une des forces du groupe réside dans son adaptation des standards étrangers. Des titres comme Bebop Alula, All Lotta Shakin' Going On ou La Bamba deviennent entre leurs mains des hymnes franco-américains. Ils traduisent les paroles, souvent avec humour ou légèreté, mais conservent l'esprit originel, liberté, sensualité, rébellion. Cette capacité à franchir la barrière linguistique sans trahir la substance musicale séduit un large public qui découvre grâce à eux l'univers du rock sans devoir maîtriser l'anglais. Mais les Chaussettes Noires ne sont pas que des imitateurs habiles. Ils composent également leurs propres morceaux.
souvent simples dans leur structure, mais diablement efficaces. Tu parles trop, Eddie soit bon ou Dactylo Rock sont des titres au refrain entêtant, construits autour de phrases courtes, percutantes et d'onomatopées faciles à reprendre en chœur. Ils intègrent aussi parfois des cuivres, avec des saxophones puissants qui donnent un cachet jazzy et chaud à certaines ballades plus langoureuses. Leur maîtrise instinctive de l'arrangement musical leur permet de se démarquer des groupes concurrents. Alors que les Chats Sauvages, avec Dick Rivers, optent pour un rock plus brut, plus calqué sur les modèles américains, les Chaussettes Noires cherchent une véritable voix française du rock, à mi-chemin entre la dérision hexagonale et l'urgence électrique. Enfin, il faut souligner l'apport de leurs ingénieurs du son et de leurs producteurs, qui, bien que souvent débutants, osent des prises de risques. Réverbération appuyée, effet de saturation, coup de caisse claire ultra présent, tout cela confère au son Chaussette un grain reconnaissable entre mille, parfois même trop avant-gardiste pour l'époque. Ce cocktail explosif, à la fois roots et accessible, forge une identité sonore qui influencera des générations de musiciens français. Bien avant Téléphone, Noir Désir ou Indochine, les Chaussettes Noires ont montré qu'un rock en français était possible, crédible et surtout populaire. Une révolution musicale discrète, mais aux conséquences durables. À la fin de l'année 1961, les Chaussettes Noires ne sont plus simplement un groupe de rock. Ils sont devenus un phénomène de société. Partout en France, leurs disques s'arrachent, leurs concerts déclenchent des scènes d'hystérie collective. Et les jeunes s'identifient à eux avec une ferveur inédite. Pour la première fois, la presse People s'intéresse de près à un groupe de musiciens, traquant leurs moindres gestes, leurs relations sentimentales, leurs différends internes. Les Chaussettes entrent dans la culture populaire, mais aussi dans la machine à fantasmes médiatiques. Au centre de ce tourbillon médiatique, Eddie Mitchell, devenu en quelques mois une icône charismatique. Son look de voyou chic, son attitude frondeuse, sa voix rauque font de lui l'idole absolue de la jeunesse. Mais au-delà de la scène, Eddie fascine aussi pour sa personnalité complexe. À la fois provocateur et réfléchi, rebelle et cultivé. Très vite, les journalistes s'intéressent à sa vie privée. Chaque apparition avec une jeune femme suscite des rumeurs, chaque déclaration un début de polémique. Certains médias le décrivent comme le James Dean français, d'autres le critiquent pour son influence néfaste sur les jeunes. Les tensions au sein du groupe ne tardent pas non plus à transpirer dans la presse. À mesure que la popularité d'Eddie s'envole, les autres membres des Chaussettes Noires peinent à exister médiatiquement. William Benaïm, Tony Darpa ou Aldo Martinez sont souvent relégués au second plan, malgré leur rôle essentiel dans l'élaboration du son du groupe. Ce déséquilibre alimente jalousie et frustration, que les tabloïds ne manquent pas d'exploiter. La rivalité avec les Chats Sauvages, emmenée par Dick Rivers, ajoute de l'huile sur le feu. Les deux groupes incarnent deux styles, deux écoles, deux attitudes. Là où les Chaussettes cultivent à la dérision et l'autodérision, les Chats se veulent plus sérieux, plus américains dans l'approche. La presse People, toujours avide de clivage, orchestre une guerre des idoles opposant les fans d'Eddie à ceux de Dick. Des tensions réelles existent, mais elles sont souvent exagérées pour vendre du papier. En parallèle, la vie sentimentale des membres du groupe fait l'objet de toutes les spéculations. Eddie Mitchell, très discret sur sa vie privée, est régulièrement vu au bras de jeunes mannequins ou de chanteuses montantes. Les revues féminines de l'époque le consacrent homme le plus désirable de France. On lui prête des liaisons avec Sylvie Vartan, Sheila, voire même avec France Gall, alors adolescente. Rien n'est jamais confirmé, mais le mythe se nourrit du mystère. Le groupe doit aussi faire face à une pression médiatique constante, parfois étouffante. À une époque où la notion de vie privée est encore floue pour les célébrités, les membres des Chaussettes sont suivis dans la rue, traqués à la sortie des studios, questionnés sur leur alimentation, leurs opinions politiques, leur avenir. Et eux-mêmes, encore jeunes, parfois naïfs, n'ont ni agent expérimenté, ni structure pour gérer cette célébrité soudaine. Les interviews, souvent improvisées, donnent lieu à des dérapages ou à des propos qui leur vaudront des critiques acerbes. Eddie, par exemple, choque en déclarant qu'il ne veut pas finir comme un chanteur pour grand-mère. Ce type de phrase, sortie de son contexte, nourrit l'image d'un groupe arrogant et incontrôlable. Pourtant, en coulisses, ce sont des adolescents dépassés par la vitesse de leur ascension, qui cherchent simplement à exprimer leur époque. Malgré cela, cette période reste l'âge d'or médiatique des Chaussettes Noires. Ils sont partout, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Ils deviennent des figures récurrentes des émissions jeunesse et des galas de variété. La France ne les écoute plus seulement. Elle les observe, les juge, les désire. Ce tourbillon médiatique, aussi grisant soit-il, porte en lui les germes de tensions futures, tant au sein du groupe qu'avec leur entourage professionnel. Car lorsque l'image publique devient plus lourde à porter que la musique elle-même, l'équilibre se fragilise.
À l'apogée de leur gloire, entre 1961 et 1962, les Chaussettes Noires entament une série de tournées à travers la France qui vont littéralement électriser la jeunesse et affoler les autorités locales. Le rock'n'roll, jusque-là cantonné aux ondes et aux jukebox, envahit enfin les salles de spectacle, les palais des sports et même les kermesses municipales. Mais ce déferlement sonore, visuel et émotionnel n'est pas sans conséquences. Pour beaucoup, c'est une libération. Pour d'autres, un signal d'alarme. Dès leurs premiers concerts en province, le groupe attire des foules impressionnantes. À Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, les jeunes se massent devant les salles plusieurs heures avant l'ouverture. Certains n'ont jamais vu de concert de rock en vrai. L'ambiance est survoltée, les filles crient à s'en évanouir, les garçons imitent la gestuelle d'Eddie, les enceintes saturent, les sièges voltent parfois. On ne vient pas seulement écouter les Chaussettes Noires, on vient vivre une expérience. Mais cette ferveur juvénile inquiète. Les préfets, maires et autorités scolaires commencent à s'alarmer. Dans plusieurs villes, les incidents se multiplient. Bousculades, vitrines cassées, échauffourées entre fans rivaux. À Angoulême, en janvier 1962, un concert est interrompu par la police après que la foule ait tenté d'envahir la scène. Le lendemain, la presse titre « Le rock, poison des jeunes ». Les autorités locales imposent alors des mesures strictes. Couvre-feu pour les mineurs, interdiction de danser dans certaines salles, surveillance accrue des lycées avant les concerts. L'État lui-même commence à prendre la mesure du phénomène. Le ministère de l'Intérieur commande des rapports sur la jeunesse rock, tandis que des prêtres et des enseignants s'insurgent contre ce qu'ils appellent la décadence morale importée d'Amérique. Les Chaussettes Noires, malgré eux, deviennent le symbole d'un clivage générationnel. D'un côté, la jeunesse avide de nouveautés, de l'autre, un pouvoir qui cherche à contrôler ses pulsions. Face à cette fronde institutionnelle, le groupe ne se démonte pas. Eddie Mitchell répond aux critiques avec ironie, affirmant que « la seule chose que nous cassons, ce sont les disques ». Le ton est provocateur, mais la stratégie est habile. Il refuse de jouer les repentis. Et le public, loin de se détourner, adopte cette posture comme un étendard. Malgré les pressions, les tournées continuent. Le groupe se professionnalise, embauche des techniciens, sécurise les accès. Mais l'ambiance reste tendue. À Toulon, en juin 1962, un concert est purement annulé sur ordre préfectoral. À Nancy, les CRS entourent la salle pour éviter les débordements. À chaque déplacement, les Chaussettes Noires vivent à la fois comme des stars et des fugitifs, adulés par les jeunes, soupçonnés par les adultes. La presse, elle, se régale, chaque incident devient une manche supplémentaire dans le procès du rock. Pourtant, cette tension alimente aussi leur légende. Les adolescents, frustrés d'interdiction, ne font qu'aimer davantage ce groupe qui leur ressemble, qui ose, qui dérange. La censure devient une forme de publicité involontaire. Mais cette spirale de tension médiatique et de fatigue logistique commence à peser. Les membres du groupe, encore très jeunes, vivent à un rythme effréné. Les nuits d'hôtel succèdent aux trajets en car, les interviews s'enchaînent, les corps s'usent. Certains commencent à douter. L'euphorie cède peu à peu la place à une lassitude diffuse, un besoin de souffler, de reprendre le contrôle. Car derrière les hurlements, les flashs et les solos de guitare, se profile déjà la fin d'un cycle. La France change, les modes évoluent. Et pour les Chaussettes Noires, la question commence à se poser. Comment durer quand on a tout brûlé en 2 ans? Au sommet, la vue est belle, mais l'air devient vite irrespirable. Après 3 années de succès fulgurants, de concerts déchaînés et de disques vendus par millions, les Chaussettes Noires commencent à s'essouffler. Le public, toujours avide de nouveautés, commence à tourner les yeux vers d'autres horizons. Le twist, la pop britannique, puis le rock psychédélique. Le monde change et la jeunesse aussi. En 1964, la vague yéyé a inondé la France et les pionniers du rock'n'roll hexagonal se retrouvent relégués au second plan. La fracture la plus visible est celle d'Eddie Mitchell, dont le nom commence à circuler en solo, sans le groupe. Depuis plusieurs mois déjà, il exprime le besoin de prendre un nouveau virage artistique, de s'émanciper du format 45 tours calibré et de l'image du rebelle pour midinette que lui colle la presse. Ce désir d'évolution coïncide avec une certaine usure interne. Le rythme de la célébrité a eu raison de la cohésion du groupe. Épuisement, désaccords artistiques, éloignement personnel. En 1963, la situation est limpide. Eddie quitte officiellement les Chaussettes Noires pour se lancer en solo. Il enregistre rapidement un premier album sous son nom, inspiré des crooners américains avec des arrangements plus orchestrés et une voix mise en valeur. Le succès est immédiat. Pour beaucoup, cela sonne le glas du groupe originel. Les musiciens restants tentent alors de continuer l'aventure sans leur figure de proue. Une idée courageuse, mais vite rattrapée par la réalité, le public n'accroche pas. Sans Eddie, la magie n'opère plus. Quelques titres sont enregistrés comme La Bamba Rock ou Je t'aime trop, mais l'impact est faible.
Le style musical ne suit plus les tendances et l'énergie de la première époque est difficile à retrouver. Parallèlement, les tensions entre anciens membres s'accentuent. Certains souhaitent moderniser le son, intégrer des influences anglo-saxonnes plus psychédéliques. D'autres veulent revenir aux fondamentaux, retrouver l'esprit garage des débuts. Aucun consensus n'émerge et les tentatives de relance tombent à plat. Le groupe entre peu à peu dans une phase de disparition silencieuse. En 1967, la dissolution devient officieuse. Chacun prend une direction différente. William Benaïm et Tony Darpa se retirent progressivement de la scène, se consacrant à des projets plus personnels ou à la vie de famille. Aldo Martinez joue encore dans quelques groupes de second plan avant de disparaître des radars médiatiques. Le rock français, lui, a déjà trouvé de nouveaux héros. Antoine, Jacques Dutronc, bientôt Téléphone, et le souffle libertaire de mai 68 balayera définitivement les restes de l'époque yéyé. Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le mythe des chaussettes noires, cristallisé par quelques tubes cultes, continue à circuler. Des compilations voient le jour, les disques se rééditent et les émissions nostalgiques rendent hommage au groupe qui, le premier, a osé mêler guitare électrique et langue française. Les fans de la première heure vieillissent mais transmettent la légende à leurs enfants. Et surtout, la carrière solo d'Eddie Mitchell prend un envol impressionnant. Il devient un pilier de la chanson française, s'imposant par sa longévité, sa voix unique et sa capacité à se renouveler. Il ne reniera jamais ses débuts avec les chaussettes noires, mais il s'en éloigne comme on quitte une maison d'enfance devenue trop petite. Ce déclin rapide mais inévitable témoigne d'une époque où tout allait vite. La gloire, la chute, la transformation. Les chaussettes noires n'auront duré que quelques années, mais leur flamme, brève et intense, aura marqué à jamais l'histoire de la musique française. On pourrait croire que l'histoire des chaussettes noires s'est éteinte avec leur séparation dans les années 60. Pourtant, le feu qu'ils ont allumé continue de brûler dans la mémoire collective française. Car si leur existence fut brève, leur influence, elle, s'est étalée sur des décennies. Ils n'ont pas seulement ouvert une porte, ils ont posé les fondations de ce qui allait devenir la scène rock française. Dans les années 70 et 80, alors que des groupes comme Téléphone, Trust ou Bijoux imposent un rock plus dur, plus contestataire, l'ombre des chaussettes noires plane encore. Les jeunes musiciens de cette génération ont grandi avec Daniela, Bebop, Alula, où tu parles trop en fond sonore. Pour beaucoup, c'est le choc originel, l'étincelle. Les chaussettes n'étaient peut-être pas les plus techniques, ni les plus sophistiquées, mais ils avaient montré que le rock pouvait parler français et que la jeunesse avait le droit de faire du bruit. Dans les années 90, alors que la nostalgie des années yéyé refait surface, les compilations de leurs titres se vendent à nouveau et des émissions télévisées leur consacrent des hommages. La génération baby-boom, devenue adulte, redécouvre avec tendresse ses héros de jeunesse. En parallèle, des groupes de la scène Garage Revival ou Rockabilly revendiquent ouvertement leur héritage, intégrant même certains titres des chaussettes à leur setlist en concert. Mais l'héritage va au-delà de la musique. Les chaussettes noires ont inventé, sans le savoir, une forme de culture pop à la française. Leur manière de se présenter, leur humour, leur rapport au public, leur refus du conformisme ont inspiré aussi bien des musiciens que des réalisateurs, des écrivains ou des stylistes. Ils ont imposé une attitude, une posture qui continue de parler à ceux qui cherchent à exprimer une forme de liberté intérieure. Des projets de biopic ont vu le jour sans jamais aboutir totalement, faute de consensus ou de budget. Certains ont rêvé d'un film hommage dans la veine de La Bamba ou Bohemian Rhapsody, retraçant l'aventure d'Eddie et de sa bande dans le Paris en noir et blanc d'avant mai 68. Les droits d'adaptation sont jalousement protégés, mais les tentatives témoignent d'un intérêt toujours vivant. Du côté d'Eddie Mitchell, l'histoire des chaussettes noires reste un chapitre fondateur qu'il n'a jamais renié. À chaque interview, à chaque tournée, les questions reviennent. Il y répond avec humour, avec tendresse parfois, mais toujours avec fierté. Il sait que sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu Eddie tout court. Leur courte épopée est devenue une page glorieuse de sa propre légende. Aujourd'hui encore, dans les salles des ventes ou les brocantes, les vinyles originaux du groupe s'échangent à prix d'or. Les jeunes collectionneurs découvrent leurs titres sur YouTube, Spotify ou lors de soirées rétro. Et il n'est pas rare, lors de fêtes de village ou de karaoké, d'entendre quelqu'un entonner Daniela à plein poumon, comme un cri de jeunesse intemporel. Les chaussettes noires, en définitive, n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont simplement changé de forme, se fondant dans la mémoire vivante de la culture française. Ils ont été des météores, brillants, bruyants, fugaces, mais dont la trace reste indélébile. Une légende rock née dans les rues de Paris, gravée à jamais dans le cœur d'un pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou simplement nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Et surtout, restez connectés. De nombreuses vidéos passionnantes arrivent très bientôt. À très vite.